Mais neutralité carbone, du coup, je me suis demandé, mais dis donc, qu'est-ce que ça change? Tout simplement, donc voilà, présentation, ça change quoi? Et le premier point qui m'a motivé à proposer ce sujet, le deuxième point, c'est que on parle du coup beaucoup de ce nouvel objectif de neutralité carbone, mais on donne quasiment jamais d'ordre de grandeur associé à ça, pour savoir, en gros, la croyance commune, c'est que ça va être plus dur, c'est plus ambitieux, mais il n'y a jamais de chiffres un peu associés. Donc c'était juste l'objectif de cette présentation. J'avais proposé 5-10 minutes, on m'en a donné 25. Donc au final, j'ai le temps de détailler peut-être un petit peu plus que ce que je pensais à la base. Mais voilà, juste donner un peu des ordres de grandeur de à peu près ce que ça implique comme changement de passer du facteur 4 à la neutralité carbone. La plus grosse originalité peut-être de cette présentation sera de compléter ce graphique, pour l'instant vide, où l'idée c'est de compléter les émissions de gaz à effet de serre en France avec un historique de 1960, parce qu'on n'a pas trop de données avant, jusqu'à 2050. Pour cela, on va commencer par essayer de comprendre ce que c'est le facteur 4. Donc je vais vous poser différentes questions auxquelles vous allez essayer de répondre. À votre avis, le facteur 4, depuis quand il est inscrit dans la loi? J'ai entendu la bonne réponse, c'est 2005. Il a été par la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015, mais ça fait plus de 10 ans qu'il est dans la loi. Les gaz qui sont concernés, je vous ai déjà donné la réponse. Eh bien, il n'a pas d'émissions entre 90 et 2050. Bien joué. Quand on calcule les émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'on prend un périmètre national, c'est-à-dire les émissions qui sont sur le territoire, ou les émissions en empreinte, c'est-à-dire les émissions de la consommation des Français? National, bien joué. C'est comme ça qu'on compte les émissions, en tout cas la méthodologie sur les négociations internationales, notamment, c'est d'avoir un périmètre national. Est-ce que cet objectif est aligné avec l'objectif des 2 degrés? Eh bien, ma réponse reflète ce que vous avez dit. Je botte en touche. Je pense qu'à la base, en tout cas, l'objectif était aligné. En gros, l'idée générale du facteur 4, tel qu'il a été pensé, c'est que l'ordre de grandeur pour l'ensemble de la planète, c'est d'ici 2050 de diviser par 2 les émissions. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et du coup, pour les pays plus industrialisés avec des il faut un effort plus logique d'équité et du coup plutôt facteur 4. Donc c'est comme ça que ça a été construit. Le problème, c'est que ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai quelques fois dans la présentation, c'est que c'est un objectif d'une cible sur l'ensemble de la période de tonnes on émet d'ici 2050 ou même avant, quoi. Sur le fait maintenant, peut-être un peu moins. Bon, après, ça dépend à quel point on attache de l'importance à l'équité, justement, et à quel point on estime que tout le monde doit avoir les mêmes émissions en 2050 ou pas. Je pensais que je n'avais pas encore mis la réponse, mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, je ne raconte pas trop ce que c'est. Et du coup, déjà, si on... Pardon ? 10 millions de tonnes, là, c'était combien ? Je reviendrai sur la question après. Je compléterai la slide plus tard. Depuis 20 ans, tendance actuelle, est-ce que les émissions françaises, donc est-ce qu'on est exemplaire, ont plutôt augmenté, stagné, baissé, ou ça dépend?
Il y a un petit peu de tout. Bonne réponse, ça dépend. Voilà. Bon, pourquoi ça dépend? Ce qu'on voit en général, en tout cas dans les communications notamment du ministère, c'est que les émissions ont baissé. Donc ça c'est cool. Donc c'est ça. Voilà, début du graphique, une belle courbe, de 1990 à 2015. Ça c'est les émissions, donc ça c'est tout gaz à effet de serre, ça c'est les émissions de CO2 qui représentent à peu près 75% des émissions de gaz à effet de serre. Et ça dépend, pourquoi? Parce que selon le critère qu'on prend, soit ça augmente si on prend l'empreinte carbone, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur les émissions liées à la consommation, soit ça baisse si on regarde les émissions de l'inventaire national, donc l'empreinte territoire, l'approche territoire, pardon, ou bien, voire même, ça peut stagner si on regarde l'empreinte en tout cas par personne, parce qu'il y a une croissance démographique sur la période, et ça baisse même encore un petit peu plus du coup par les émissions nationales par personne. Donc voilà, selon la manière dont on compte, on peut dire les émissions depuis 20 ans, donc là la référence c'est 1995, ont augmenté ou baissé ou stagné, il faut regarder de quoi on parle. Et du coup, l'empreinte, ça suit à peu près cette courbe, donc c'est au-dessus de nos émissions d'inventaire national parce qu'on importe toute une partie de nos émissions dans les produits qu'on va consommer et qui sont produits autre part. Souvent, du coup, on regarde cette fameuse courbe de 1990 à 2015 où le profil est assez constant, quoi. Il n'y a pas de de tendance très forte, quoi. Il y a une légère baisse depuis 1990. Mais quand on regarde un petit peu plus loin, il y a un profil de la courbe un petit peu bizarre. À votre avis, c'est quelle lettre? Du coup, celui-là? Kappa avec deux trémas? Non, non, pas jusque-là. J'ai pas trouvé plus bizarre comme lettre, c'est juste pour ça que je l'ai dit. C'est la bonne réponse, en tout cas celle que j'ai mise, vous donnerez votre avis. C'est, attention, animation incroyable. Ça ressemble un peu à un M quand même, non? Bon, ok, c'est un peu tiré par les cheveux. Si on regarde pourquoi ce M, de où ça vient? Est-ce que c'est le choc pétrolier, le nucléaire, crise économique ou tout ça, la réponse tient quand on regarde le profil des courbes par secteur. Du coup, si on commence par la transformation de l'énergie, on voit qu'il y a une rupture à partir, en gros, des années 80, début des années 80. Donc très sûrement le développement du parc nucléaire, notamment en France. Si on regarde l'industrie manufacturière, il y a aussi un profil qui participe à cette tendance. Et si on regarde aussi le résidentiel, il y a eu notamment une très forte croissance juste avant le choc pétrolier, et après une décrue un peu plus... Et après, du coup, une décrue des émissions du secteur. Et dans le même temps, donc ça, c'est que les émissions de CO2, pour préciser. Les émissions de l'agriculture ont été globalement à peu près constantes, donc ça n'a pas trop participé. Et le transport, donc le transport routier, pour le coup, lui, a continué son augmentation, en tout cas sur cette période, autour des années 60 jusqu'aux années 2000. Du coup, voilà notre petit graphique qui avance tranquillement. Et voilà les secteurs, donc le graphique se complète. Facteur 4. Du coup, les émissions comptées en brut ou en net, donc la bonne réponse c'était brut. Ce que j'entends par là, c'est juste que il y a toute une partie, il y a des émissions qu'on appelle les émissions négatives, qui sont en France l'utilisation des terres, leur changement et la forêt. C'est le facteur UTCF. Qui va chaque année décroître un peu le total de nos émissions. Je reviendrai un peu sur ce point plus tard. Et du coup, quand on exprime les émissions en net, je ne sais pas si le terme de brut existe vraiment, mais en net, du coup, c'est quand on prend en compte aussi les émissions négatives de gaz à effet de serre. Et du coup, la cible en millions de tonnes, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un peu où est-ce qu'on en était en 90 sur mes graphiques, mais la cible, selon vous?
140, c'est la bonne réponse. Du coup, 560, c'était à peu près en 1990. Et du coup, si on divise ça par 4, ça nous donne 140. Donc voilà un peu pour les ordres de grandeur. Et du coup, la trajectoire facteur 4, en gros, c'est ça. C'est ce qui est mis dans la loi. En gros, c'est une décrue constante en termes de nombre de millions de tonnes de gaz à effet de serre qu'on fait baisser chaque année. Ce n'est pas un pourcentage constant, c'est un nombre de tonnes. Et du coup, ça fait qu'au début, là, pour le coup, le pourcentage de réduction sera plus faible au début, en tout cas dans ce qui est visé, qu'à la fin, où à la fin, on va passer, en gros, comme c'est à peu près 10 millions de tonnes chaque année de baisse, sur la fin, ça fera une baisse de, je sais pas, quelque chose comme 7-8%, alors qu'au début, on sera un peu plus léger. Et les deux autres courbes que j'ai mis, c'est pour rejoindre cette thématique, ce point que j'évoquais tout à l'heure, sur le fait que ce qui est important, c'est le stock. Si jamais on avait une décrue régulière en termes de pourcentage de réduction à partir de 2005, c'est-à-dire le moment où on a mis en place la loi, on aurait eu un stock, donc c'est l'intégrale pour ceux qui aiment les maths de toutes ces courbes, un stock d'émissions de gaz à effet de serre 21% plus faible qu'en commençant à agir maintenant. En suivant en tout cas les objectifs qui sont fixés par la loi. Et si jamais on avait commencé à agir dès 1990, l'ensemble de ce qu'on aurait émis aurait été 34% plus faible qu'avec la trajectoire qui est visée actuellement. Je ne sais pas si c'est clair ce point ou pas. Ça va à peu près. La stratégie nationale bas carbone, donc ça c'est ce qui a fait suite à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, donc en 2015. Cette stratégie a permis de prendre des décisions pour l'horizon 2030, d'objectifs par secteur, de cibles intermédiaires ou encore des décisions courageuses, selon vous? Suspense. Ouais, les trois premiers sont bonnes. Je suis un peu tatillon, hein, j'ai enlevé courageuse. Parce que globalement, on s'est pas mal fixé de nouveaux objectifs, dont des nouveaux objectifs à 2030. En tout cas, il y avait des objectifs qui existaient déjà un peu. Est-ce qu'il y en a des nouveaux à 2030, que je ne me trompe pas? Oui, si, celui-là est nouveau. Ceux qui sont aussi plus experts que moi. Il me semble que cet objectif est nouveau, donc c'est un pourcentage de réduction des énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012. Donc ce qui est un peu compliqué pour s'y retrouver dans tous ces objectifs, c'est que des fois les années de référence ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des objectifs sur pas mal de critères différents, donc en énergie primaire, en énergie finale, en production d'électricité, gaz à effet de serre, etc. Donc voilà, pour donner une perspective un peu plus large sur les objectifs des politiques publiques. Pour reprendre du coup ce petit graphique de tout à l'heure, du coup il y a eu aussi une déclinaison des objectifs par secteur. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer avec une animation de nouveau assez incroyable. Je pense la plus époustouflante de ma présentation. Voilà, c'était impressionnant. Et du coup, il y a donc là deux points qui étaient dans la question. Il y a la création de budget carbone, donc sur plusieurs années, où ce sont des objectifs à plus court terme. Et ensuite, il y a des objectifs par secteur dans ces budgets carbone. Donc là, il y a un premier budget carbone 2015-2018, etc. Et donc, par secteur, on prévoit une certaine baisse des émissions de gaz à effet de serre pour ces différents horizons. Et si on regarde à 2050, du coup, il y a une différenciation selon des secteurs plus ou moins faciles à décarboner. En gros, le traitement des déchets, c'est facteur 4, donc par rapport à 1990. Ça, c'est le nombre de millions de tonnes en année de référence en 1990. Et ça, c'est le pourcentage de réduction entre 90 et 2050. Il est prévu que l'industrie de l'énergie baisse ses émissions de 96%. Pourquoi pas. L'industrie manufacturière de 85%, le résidentiel tertiaire de 85%, et les transports un petit peu moins, 65%. Oui, question.
Et j'allais y venir. Pourquoi il n'y a pas d'objectif sur l'agriculture? Parce que je ne les ai pas vus. J'ai pas vu d'objectif sur l'agriculture. Mais si jamais on estime qu'en faisant des petits calculs, en connaissant les millions de tonnes en année de référence, si jamais l'agriculture reste avec des émissions constantes d'ici 2050, on fera un facteur 3. Donc on en arrivera à moins 66-67% de réduction. Par contre, si on divise par 2 les émissions de l'agriculture, on arrive pile au facteur 4. Donc j'imagine que c'est ça qui est dans les plans, mais moi je n'ai pas vu le pourcentage de réduction indiqué dans ce secteur. Mais j'imagine que c'est ça qu'ils ont en tête. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Du coup, on ajoute les budgets carbone de la stratégie nationale bas carbone sur notre magnifique graphique. Et maintenant, on passe à la neutralité carbone. Toujours les mêmes questions. Depuis quand c'est dans la loi? Non, en fait, c'est pas dans la loi. C'était un piège. Pour l'instant, c'est un objectif qui a été affiché début juillet, mais qui n'est nulle part dans la loi, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que c'est ça. Quels gaz sont concernés? Tous. Oui, il va apparaître. Quelle année de référence? Du coup, il n'y a pas d'année de référence, bien joué. Encore une différence. Année de l'objectif, on vise la neutralité à quel horizon? Toujours 2050. Le périmètre? Toujours national. Est-ce que c'est aligné avec les 2 degrés? Alors on va mettre oui. C'est ça qui change. Émissions comptées en brut ou en net? En net. Donc l'objectif, on peut aussi le donner, c'est un objectif zen, puisque c'est 0 émission nette. C'est l'autre manière de l'appeler, la neutralité carbone. Donc on compte aussi les émissions négatives. Et l'objectif de la neutralité, c'est que les émissions soient compensées par des émissions négatives, donc des absorptions de CO2, etc., par la végétation, par les sols, ou du captage et stockage du CO2, bref, des techniques de ce genre-là. Et du coup, la cible en millions de tonnes équivalent CO2, puisque c'est tout gaz à effet de serre, c'est 0. Voilà, en gros, ce qui change. Donc, passer de 40 à 0, mais tout en passant de brut à net. Du coup, ce n'est pas directement comparable. C'est un des messages forts de cette présentation à retenir. Ça, c'est le plan climat. En fait, du coup, c'est en juillet qu'a été énoncé cet objectif, et c'est l'axe numéro 11 qui dit se donner une nouvelle stratégie visant la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et du coup, il y aura une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie qui sera publiée d'ici à la fin de l'année 2018. Et il y a une consultation d'ailleurs en ce moment si vous voulez donner votre avis dessus. Sur la consultation, elle est sur la réactualisation de la stratégie nationale bas carbone. Oui? Ça représente quoi la différence entre le brut et le net aujourd'hui? C'est dans la suite. Je ne vais pas pouvoir répondre pour l'instant, parce que c'est justement dans la question. L'ordre de grandeur de l'UTCF, du coup je parlais d'UTCF, c'est l'utilisation des terres, leur changement et la forêt. Depuis 5 décennies, l'ordre de grandeur, c'est à peu près quoi? Est-ce que ça a été des émissions de 100 millions de tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2 par an? Est-ce que c'est globalement à l'équilibre? Est-ce que c'est globalement moins 50 millions de tonnes de CO2 ou est-ce que c'est globalement moins 100 millions de tonnes de CO2? Je ne suis pas un spécialiste là-dessus, et d'ailleurs un des autres messages de la présentation, c'est que s'il y en a qui veulent se motiver pour une prochaine causerie à détailler ça, il y a 30 pages de détails dans les rapports du CITEPA qui détaillent toute la méthodologie, juste essayer d'y jeter un œil, et c'est assez c'est intéressant mais assez compliqué, parce qu'il y a toute une partie, il y a un peu un flou entre les émissions qui vont être attribuées à l'agriculture et les émissions qui vont être attribuées à l'UTCF. Et en gros, notamment dans les émissions de protoxyde d'azote sur des émissions des terres agricoles, ça va être compté dans l'agriculture, mais des émissions de stockage de CO2 liées à des changements de pratiques agricoles, là par exemple ça va être dans l'UTCF.
Et globalement, l'UTCF, c'est surtout, de ce que j'en ai compris, c'est surtout les forêts qui gagnent en densité et du coup qui stockent plus de CO2. Et c'est surtout ça qui explique le fait qu'il y a un moins. Et l'ordre de grandeur, c'est plutôt 50 millions de tonnes de CO2. On va regarder ça sur notre belle courbe. C'est ici. Donc là, on a la barre du 100 et en gros, si on ajoute une courbe de tendance à ça, ça nous met une barre en gros à 50, à peu près constante au cours du temps. Et du coup, ça fait que j'ai rajouté des autres courbes. Du coup, ça, c'est les émissions totales de gaz à effet de serre si on prend en compte l'UTCF. En général, dans les statistiques, il y a des émissions nationales hors UTCF. Donc, c'est les émissions que j'ai appelées brutes, mais je ne sais pas si ce terme-là s'utilise vraiment. Et après, il y a les émissions avec UTCF, donc c'est avec des émissions négatives. Et du coup, là, on a ça pour l'ensemble des gaz à effet de serre, et on a la même courbe pour les émissions de CO2 seules. Parce que dans les statistiques, on n'a pas les émissions de gaz à effet de serre hors CO2 avant 1990. En tout cas, pas dans les données du site EPA que j'ai utilisé. Et puis du coup, dans le rapport du site EPA, on retrouve aussi ce petit graphique qui fait l'état que, en gros, les terres forestières, y compris les jeunes boisements, vont stocker de l'ordre de 66 millions de tonnes de CO2 par an, et qu'il y a d'autres terres qui vont plutôt émettre du CO2. Donc ça, c'est dans le total du calcul de l'UTCF. Il y a quand même des sources d'émissions parmi ça, mais qui vont être plus que compensées par des absorptions de CO2. Et il y a aussi toutes, donc ça en émissions aussi positives, même si ce n'est pas très positif, c'est toutes des terres qui vont être notamment urbanisées, etc., qui sont comptées en émissions positives. Voilà pour l'UTCF, s'il y a jamais il y en a qui veulent se motiver sur le sujet, en tout cas, n'hésitez pas. Du coup, si on vise la neutralité carbone, on va être zen en 2050, et on suppose qu'on arrive à faire toujours un UTCF du coup, constant autour de moins 50 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui est peut-être déjà un défi si on prend en compte qu'avec un climat plus chaud l'été, des sécheresses, etc., il y a quand même des risques que les forêts absorbent moins de CO2, etc. Donc, il y a différents risques, donc c'est une hypothèse qui facilite un peu mon calcul, mais... Quand tu dis moins 50 millions de tonnes de CO2, il suffit de garder les forêts, enfin, que tu gardes le couvert végétal à peu près constant, ou il faut que tu rajoutes plus de forêts? Je ne sais pas, mais je crois que nos forêts gagnent du terrain en ce moment et que c'est ça qui explique l'UTCF. Du coup, j'imagine qu'il faudrait continuer cette tendance. Pour le coup, là, c'est vraiment une hypothèse et j'encourage les personnes motivées à voir si elle est plausible ou pas. De toute façon, on calcule en net. Donc c'est. Pour 90. Et soit on émet moins, soit on fait avancer la forêt, par exemple. C'est ça l'idée. C'est ça la logique des ordres de grandeur que j'essaie d'exprimer, ouais, c'est ça. Tu veux dire au sens de l'UTCF, on les calcule déjà en net, c'est ça? Oui. Ok, donc on arrête de fabriquer des parkings, on peut arrêter de faire des forêts. Non. Il vaut mieux arrêter de fabriquer des parkings et essayer de progresser la forêt. Ou alors créer des fermes qui sont en agroécologie, peu dépendantes des tracteurs, etc., qui doivent être responsables des quelques plus 6 qui ont été appliqués sur le schéma juste avant. En effet, il y a, du coup, pour passer du facteur 4 à la neutralité carbone, il y a différentes trajectoires. Là, c'est juste pour simplifier un peu. J'ai fait ce petit calcul de si on visait, du coup, la neutralité carbone en maintenant l'UTCF à moins 50, et du coup, désormais, avoir une cible d'émissions que j'appelle brute de 50 millions de tonnes, pour que l'un plus l'autre s'annule. Si on vise, du coup, à partir de l'année 2016, un pourcentage constant de réduction au cours du temps d'ici 2050 pour atteindre 50 millions de tonnes d'équivalent CO2. À votre avis, c'est ça la question. Il faut une réduction des émissions de gaz à effet de serre de combien de pourcents par an? La bonne réponse, c'est 6,3%. En sachant que sur les 2 dernières années, les émissions ont augmenté. Donc ça demande un petit effort. Du coup, 6,3%.
Construction du graphique, des magnifiques courbes. Donc ça, c'est l'hypothèse. Donc c'est une décrue régulière de 6,3% pour atteindre 50 avec un UTCF constant. Du coup, les émissions en net, ça donne ça. Et puis là, j'ai 1 minute 30 pour vous faire le résumé de toutes les courbes. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, c'est parti, nous sommes... Non, ça n'a pas marché. Ah, c'est horrible. Ça devait être progressif comme avancée. Bon, bah du coup, ça marche pas. Ah si, ça marche. Et du coup, top, en 2060, en 1960, nous sommes en plein milieu des 30 glorieuses. Les émissions sont très fortement croissantes, aussi bien dans le résidentiel que l'industrie de l'énergie et manufacturière. Mais bientôt, cette croissance va être arrêtée par le premier choc pétrolier en 1973, une légère décrue, puis une reprise de nouveau stoppée en 1979 par le deuxième choc pétrolier, qui va définitivement achever une baisse forte des émissions pour dessiner une sorte de M, comme vous l'avez très bien vu. Et en 1990, innovation dans les statistiques, nous intégrons tous les gaz à effet de serre, où nous observons un profil relativement stable dans les premières années avant de voir une décrue. Mais dans le même temps, c'est l'ensemble de l'empreinte carbone qui ne s'affiche pas, il manque ça malgré tout, qui est en croissance, avant que dans la fin des années 2000, il y ait une décroissance de l'empreinte carbone, ce qui est une très bonne chose, puisqu'il va falloir être extrêmement ambitieux dans les décennies à venir, puisque le facteur 4 nous oblige de viser un objectif d'émissions brutes de 140 millions de tonnes équivalent CO2 en 2050. Mais comme vous le savez, la neutralité carbone et donc cet objectif d'être zen en 2050 avec une hypothèse de 50 millions de tonnes d'émissions négatives nous oblige à baisser de 6,3% par an les émissions d'ici 2050 pour atteindre le Graal de la neutralité carbone. Les messages clés, 2 objectifs qui ne sont pas directement comparables. S'il y a des ordres de grandeur que je voulais vous faire passer, c'est 140, c'est 50 et c'est 0, éventuellement. Passage du facteur 4 au facteur 10, du coup ça c'est si jamais l'UTCF est constant. En gros, par rapport à 1990, c'est facteur 11, par rapport à en ce moment, c'est facteur 9 sur les émissions positives. Quel potentiel d'émissions négatives? Ça, c'est la grande question que je laisse ouverte. Et personnellement, je ne suis pas compétent là-dessus. Pour être zen en 2050, il va falloir se bouger. Et puis, voilà, baisse des émissions de 6,3% par an avec les hypothèses très simplificatrices que j'ai fait, du coup. Et puis, une page de pub, juste pour dire qu'en ce moment, il y a le train du climat qui est à la gare de l'Est, et c'est assez cool comme exposition, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, et c'est juste que... Il était à Bercy il y a quelques mois. Oui, à Austerlitz, ouais, c'est ça. Et après, ce sera en tournée dans toute la France, bon, pour plutôt fin 2018-2019, mais du coup, si vous avez le temps d'y passer d'ici vendredi prochain, n'hésitez pas, c'est jusque 18h30. Et c'est une exposition où il y a différentes rames, à la fois sur les causes, les conséquences et les solutions, des pistes de solutions au changement climatique, et présentées par différents chercheurs. C'est à l'initiative de chercheurs qui ont mis ça en place juste avant la COP21 en 2015. Donc le train avait fait un peu un tour de France de différentes villes pour un peu sensibiliser du coup au changement climatique.